C'est Dieu, l'homme et la terre. Et c'est ça, toute la beauté et toute la magie du vin. Fais attention, Rodrigue, pousse-toi un peu. Je vais m'éloigner du sol. Tu vas me parler. Notre voyage nous amène aujourd'hui dans la région de Champagne, en France. À bientôt, cet endroit enchanté qui produit une boisson magique. J'effectue ce voyage avec Marina Giuberti, présente à mes côtés. Heureux que tu sois parmi nous. Marina, ravie d'être ici avec vous. C'est une sommelière brésilienne avec un long parcours ici en France. Cela fait déjà 18 ans que je suis en France. Nous avons déjà fait une émission spéciale ensemble, n'est-ce pas, Marina? En parlant du vin de Jésus. Comment était le vin à l'époque de Jésus? C'était certainement un vin naturel, sans artifice. Le vin était du raisin fermenté avec beaucoup d'énergie et aussi avec une bonne énergie et l'énergie de la lutte de cette époque. Donc chaque bouteille est unique parce que le vin est vivant. Marina a un lien très fort avec la foi catholique. Elle est très attachée à la religion. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai vraiment eu la sensation que dans 3 ou 5 minutes, je ne serais plus sur ce plan d'existence. Et à ce moment-là, j'ai commencé à convulser, on m'a donné de l'oxygène, mais je me souviens encore d'être comme dans une sorte de tunnel où mon père qui est décédé était au plafond. Comme s'il disait « Je suis là, tout va bien », mais j'étais encore dans cet instinct maternel d'avoir accouché de 2 enfants. Et tu vas les laisser parce que tu vas mourir. Je ne peux pas. Je ne peux pas les quitter maintenant. Il y a quelque chose que je trouve très intéressant que tu racontes à tes élèves. C'est une métaphore de la vigne avec la vie, avec l'être humain. La vigne, c'est la plante qui copie le génome humain. C'est une plante qui est pareille à l'être humain. Elle va vivre environ 80 ans. Elle naît, elle grandit, elle évolue, elle est fertile et elle a besoin, pour devenir bonne, de souffrir, n'est-ce pas? Si tu vois, nous avons des enfants. Oui, des gens. Oui, nous avons des enfants. Gâter un enfant le rend insupportable adulte. Il faut donc savoir dire non. On apprend aussi par la vie ses souffrances et ses pertes. N'est-ce pas? Ça s'améliore après, n'est-ce pas, avec les obstacles? Et la vigne, c'est exactement ça. Plus elle souffre, meilleurs sont les vins qu'elle produit. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir? C'est avoir trop de soleil? Elle doit faire des efforts pour aller chercher sa nourriture. Alors imagine que pour nous, notre nourriture, c'est quoi? C'est notre salaire, notre travail. N'est-ce pas? Parfois, une personne ne valorise pas ce qu'elle reçoit sur un plateau. La vigne, c'est pareil. Plus ses racines vont chercher profondément les nutriments qui vont la nourrir, meilleur sera le vin. Et c'est pareil pour l'être humain. Je dis toujours, quand tu t'es battu pour une carrière, pour avoir quelque chose de précieux, personne ne peut te l'enlever. Ou n'importe quelle carrière, n'est-ce pas? N'importe laquelle. Même dans le couple, n'est-ce pas? J'ai voulu cette épouse, ce mari. Il faut se battre pour que le mariage fonctionne. Et quand la vigne vieillit, elle est comme nous, elle devient plus expérimentée. D'un côté, le corps vieillit, mais l'esprit devient plus sage. Disons que la vigne va donner des raisins de très grande qualité, surtout quand elle est ancienne, mais elle diminue beaucoup sa production. Donc les vieilles vignes, qu'on appelle vieilles vignes, vont donner un vin de meilleure qualité. D'ailleurs, on voit souvent sur les étiquettes écrit « vieille vigne », donc c'est un meilleur vin. Mais après un certain âge, donc à partir de 30 ou 40 ans, elle va produire des vins très bons. Et bien sûr, quand elle atteint 80 ans, elle va donner un bon raisin, mais la production sera très faible. Jusqu'au jour où elle meurt? Jusqu'à sa mort, il faudra la replanter et la vie continue. Comme nous? Comme nous. Marina nous amène ici pour découvrir la maison de Champagne-Drapier. Il y a quelque chose de très spécial, une cave très spéciale ici en dessous qui a été créée à l'époque de Bernard de Clairvaux. Oui, leur cave date du Moyen Âge et elle est directement liée aux moines. De l'époque de Saint-Bernard et de l'abbaye dans la région. Nous allons tout découvrir. C'est
C'est le son qu'on aime, hein? Oui, oui, oui. En Champagne, quand on entend ce bruit, on dit que quelqu'un m'appelle. Comment êtes-vous arrivé dans cette famille? Alors, la famille Drapier est en Champagne depuis plusieurs siècles. Nous étions marchands de draps à l'origine, la draperie. À votre santé. 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 À votre santé. À votre santé. Merci Maria. Merci beaucoup. Ça fait 1h15 que Maria. Merci. Sortez-lui, regarde, il veut voir. Je vais te faire parler. Il y va. Parmi vous, une spécialiste est à la maison. Dans le vin précisément, où vous connaissez bien le vin. Alors c'est lui, c'est l'ego, le spécialiste. Aujourd'hui c'est le jour de l'ego, le spécialiste, c'est lui qui fait le vin. On travaille ensemble, papa c'est le patron, c'est lui qui a le dernier mot, ou, on le prend, et puis c'est tout. Plus pour l'entente, plus pour l'entente. Et on travaille ensemble, on déguste souvent ensemble. Alors je suis en train de te contredire, je suis avec Charline, avec Antoine, on fait tous ce qu'on est en train de faire comme premier métier. Vous qui étiez là, c'était les Palerons, très bonne question. Ici, c'était une annexe de l'abbaye de Clermont. Saint-Bernard, c'est lui. Il y a tous les clients ici, la famille Drapier qui est là. Mais le plus important, c'est lui. Parce que c'est lui qui était en Bourgogne et qui a apporté dans ses bagages les pinots noirs de Bourgogne en Champagne. Et il s'est installé en Champagne avec un terrain qu'on lui a donné. Un Thibaut, comte de Champagne, lui a donné un terrain et il a apporté des petits plants. Et il a planté la vigne ici parce que les Romains avaient déjà mis de la vigne de toutes sortes ici, à Rabat. À Romain, on parle de 2000 ans, les Romains ont apporté la vigne ici. Voilà, il y a 2000 ans. Mais il y avait toutes sortes de cépages plus ou moins intéressants. Et lui, il a dit « Je veux le pinot noir » parce que c'est un grand cépage de Bourgogne pour faire des grands vins rouges. Et donc on a planté le pinot noir ici au XIIe siècle. Donc Bernard était intéressé par le vin, bien sûr, parce qu'il était à Cîteaux, qui est propriétaire du Clos Rougeot. Le Clos Rougeot, c'est le plus grand vin de Bourgogne, de l'abbaye. Donc il avait une connaissance du vin, et il voulait produire du vin, parce que toutes les abbayes avaient une production de vin. Ça, c'était important. Parce que le vin rouge, le sang du Christ, devait être parfait pour la messe. Sauf qu'ils ont planté de la vigne, et juste un petit verre pour la messe, c'était pas beaucoup. Alors, après, ils buvaient, ils avaient des amis et des amis, et après, ils ont fait du business, ils ont vendu le vin. Et c'est comme ça qu'il a construit nos caves, ici, au XIIe siècle. En 1152, il a construit nos caves ici, parce qu'il a construit de plus en plus de caves et planté de la vigne, voilà. Et ça, c'était l'ordre cistercien pendant plusieurs siècles. Pour vous, comment voyez-vous Saint-Bernard? Il est quoi pour vous? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Alors, j'aimerais aussi avoir la réponse de mes enfants, mais je vais vous dire, pour moi, c'est un grand aspirateur, parce que c'est un cistercien. Beaucoup de travail, très discipliné, vraiment pas de fantaisie, pas d'argent, mais beaucoup de travail et l'argent réinvesti. Dans l'exploitation, dans la construction des caves, mais en même temps, il aimait beaucoup les plaisirs. Le plaisir du vin, le plaisir de la nourriture, mais un plaisir intelligent, un plaisir pas à pas de faire, de tomber ivre, mort par terre. Que 900 ans après sa venue. On a toujours le même cépage, on a le même cadre, et on continue dans cette espèce. Le champagne, en particulier, est un vin d'esprit. Parce qu'on a prouvé scientifiquement, les docteurs ont prouvé scientifiquement, que le champagne, son gaz carbonique, montait dans les sinus et donnait plus de joie à la tête. Et c'est un vin qui va moins dans les veines et dans le corps. Le Bourgogne, les cognacs sont des choses qui réchauffent le corps. Vous savez? Bourbon, Bourgogne, cognac, non, 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 jamais. C'est très bon, mais c'est autre chose. Et le champagne, c'est quelque chose qui monte. Et vous avez, quand vous buvez du champagne, vous avez les yeux qui brillent, vous avez les sinus qui brillent. Histoire qui est Louis XIV. Oui, on a commencé à servir des vins, ici, de la région, à Louis XIV, et il y a des vins, effectivement, qui se servaient à Versailles, bien sûr. Mais Louis XIV, il avait tous les fruits.
Oui, C'est quand même grâce à lui que le champagne est arrivé. sur la table royale. C'est devenu très riche. Et cette salle, ici, a été construite, à l'origine, à la fin du règne de Louis XIV, en 1663. 1663. Et c'est à cette époque, c'est vraiment à cette époque, que les vins pétillants de Champagne ont commencé à Versailles. Ça a été le premier ambassadeur, parce que tout le monde venait à Versailles. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Et on appelait le vin, d'ailleurs, seau de bouchon, parce que quand il mettait, on sortait le bouchon, il sautait comme ça. Et c'était la joie. Et plus, C'était le vin des rois, parce que Reims était l'endroit où l'on sacrait les rois. qu'est-ce que... Il fait pour... Donner un peu de champagne à l'enfant, sa fille? Pour la naissance. C'est vrai. Ouais, c'est donné. C'est la première chose qu'ils ont bu, mes enfants, en sortant du ventre. C'est du champagne. C'est vrai. Après le lait, c'est du champagne. La chose angoissante, c'est une goutte. On trempe le doigt dans le verre et on met une goutte sur le verre. Vous vendez le lait? Oui, Merci. Si tu veux, allons manger. Si tu veux, Regardez. Si tu aimes cette vidéo, profitant pour liker et t'abonner à notre chaîne. Et si tu veux aller plus loin et soutenir Jornada Infinita, viens découvrir nos cours sur rodrigovareis.site. Merci de nous avoir ici sur rodrigoalvarez.site. Merci de nous avoir ici. merci à toi Rodrigo. Où sommes-nous exactement? Nous sommes dans nos caves. Nous appelons ça le cercle, enfin des grottes. C'est différent, cercle et cave. Oui, le cercle, en fait, ça veut dire le rond qu'il y a autour des barriques. Et c'est le nom qu'on donne en Champagne à l'endroit où on vieillit le vin et où on se sert de toutes ces barriques pour faire notre champagne. Le nom de cette cuvée ici, Permission, c'est parce qu'il donne la permission au vin de sortir d'ici, n'est-ce pas? En référence à la prison qu'elle était pendant la Révolution, mais qui peut aussi conserver ce vin, laisser ce vin vieillir encore longtemps. Il peut encore attendre chez l'acheteur, chez le dégustateur, et il peut être ouvert. Parce que c'est une question que tout le monde pose. Faut-il boire le vin immédiatement ou attendre? Cela dépend, il n'y a pas de réponse absolue. Dans ce cas, c'est elle qui a parlé de ce vin permission. On lui donne la permission de sortir, mais on peut attendre. Et il y a d'autres vins qu'on va goûter qui doivent attendre très longtemps. Et quand ils décident de les mettre sur le marché, ils sont déjà prêts et ça peut être risqué d'attendre. Pourquoi ce bouchon est-il différent? Celui-ci est un vin tranquille, c'est-à-dire un vin sans effervescence. C'est le vin qui sert de base au champagne, n'est-ce pas? C'est un vin qui n'est pas du champagne, qui n'est pas un vin tranquille. Le vin tranquille et le vin de champagne, pendant très longtemps, il était tranquille, jusqu'à ce qu'un moine le transforme et découvre le vin effervescent. Et ça ne fait du désordre que quand on l'ouvre, d'accord? C'est normal, il n'y a pas de problème. Et le vin artisanal fait avec cette cire ici sera toujours un vin spécial parce que c'est beaucoup de travail de le fermer de cette façon, vous savez? Alors je dis toujours ça, si tu hésites entre deux bouteilles, que tu n'y connais rien, que tu fais un autre métier, que tu n'es pas du milieu du vin, s'il y en a une avec de la cire et une sans, prends celle avec la cire, c'est quelque chose de spécial. Quelqu'un l'a fait pour la garder. Quelqu'un l'a fait en pensant à la conserver, quelqu'un l'a fait dans le but que cette cire aussi, ce n'est pas une capsule comme celle-ci, elle permet à la bouteille de respirer, un échange avec l'oxygène qui est différent. Oh là là, le bouquet est sublime. C'est 100% pinot noir et avant de faire des vins blancs ici à partir de pinot noir, on faisait des vins rouges ici. Marina, d'après ce que je comprends en tant que quelqu'un qui aime juste déguster et qui ne comprend pas vraiment, c'est un vin acide. Je ressens profondément la terre. J'ai l'impression d'être cette pierre vue près de l'exploitation minière. Celle de Ratikia, j'allais justement demander, comme on a la chance d'être avec Charline ici, ce qui est rare. Tu produis le vin, tu dégustes le vin avec la personne qui le fait. En fait, il a un arôme d'écurie, un arôme qui rappelle le vin naturel. Et probablement celui-ci, en 2018, est un vin que je peux décanter, attendre 1 heure, il va évoluer, il va changer, contrairement au vieux vin. Et ça, c'est le nez qui peut effrayer un dégustateur qui ne s'y connaît pas encore très bien.
Oui, c'est le nez, l'arôme du vin naturel, l'arôme de la nature, comme quelqu'un qui boit son café sucré et découvre soudain le café sans sucre. C'est le café sans sucre. C'est le café sans sucre. Parfois, la personne dit « ce n'est pas bon, ce n'est pas ça ». Non, attends, parfois tu n'as pas encore les connaissances pour comprendre ça, mais c'est le vin naturel. Aujourd'hui, on vit dans un monde tellement superficiel, les gens doivent être extrêmement filtrés, montrer quelque chose qu'ils ne sont pas naturellement, et c'est ça, le vin est comme ça. C'est le contraire, il est naturel. Il est naturel et celui-ci est bon pour la santé. Rodrigo, c'est un grand privilège et ce qu'on fait maintenant, déguster du vin tranquille dans une cave familiale, c'est toute l'histoire du champagne. Le champagne a été découvert par hasard, ce n'était pas une invention, c'était une découverte. À l'époque de Bernard de Clairvaux, c'était ce vin. Ce n'était pas du champagne, il n'était pas pétillant. Ah, le vin s'appelait champagne, n'est-ce pas? On l'appelait vin de champagne, n'est-ce pas? Les vins de champagne sont des vins, soit tranquilles comme celui-ci, qui n'ont pas d'effervescence, soit effervescents. Mais c'est là, à la fin du 18e siècle, en 1780, c'est là qu'un moine, qui était responsable de l'abbaye d'Auvilliers, Dom Pérignon, a vu ses bouteilles exploser et éclater. Et il a goûté. Les bouteilles explosaient à cause de la pression atmosphérique. Elles ne supportaient pas cette pression. Et il a dit, ce n'est pas bon. Non, il a bu. Et bien au contraire, il a bu et a dit, je bois des étoiles. Il a aimé et a trouvé cela magique. Et c'est là que le champagne est né, à partir d'un moine, n'est-ce pas? Les moines étudiaient beaucoup, ils étaient précis. Celui-là, ce sont les perpétuités. Perpétuité, il est en train d'expliquer que, eh bien, ce vin s'appelle perpétuité parce que dans la même bouteille, on a plusieurs récoltes, des vins de différentes époques qu'ils conservent et assemblent pour faire ce vin. Et ce nom perpétuité est un hommage qu'ils ont rendu à l'abbaye d'Issy, qui a été une prison à l'époque, mais la méthode, Rodrigo, s'appelle Solera. Dans le monde du vin, on appelle ça la méthode de perpétuité, c'est la Solera. Chaque année, on ajoute un peu de vin et ça devient quelque chose d'unique. En fait, la législation du champagne autorise la commercialisation après 15 mois. Mais ce champagne de 15 mois n'est pas le temps nécessaire, comme tout dans la vie dont on parlait, la vie, les vignes. Tout a besoin de temps pour atteindre un objectif, pour obtenir quelque chose, pour devenir résilient, fort. Le champagne n'est pas différent. N'est-ce pas? Ici, nous allons goûter un champagne très spécial car en 15 mois, on atteint la médiocrité. Ici, c'est 4 ans et tout bon champagne ne restera jamais le minimum requis par la législation. Il restera toujours bien plus longtemps. Pourquoi es-tu apparu avec cette épée à la main? Ceci est un sabre, pas une épée, c'est un sabre d'époque. Mon ignorance, voilà, il date de l'époque de Napoléon et celui-ci est vraiment authentique. Il a vraiment appartenu aux compagnons de Napoléon Bonaparte. Il fait partie du domaine viticole Draper. Et Napoléon disait une chose, et c'est quelque chose dont nous avons aussi besoin. Il disait que le champagne, on en a besoin dans la défaite, mais on le mérite dans la victoire. Autrement dit, toujours, à tout moment. Et en hommage à la France et à la région de Champagne, nous allons sabrer cette bouteille ici. Fais attention, Rodrigo, écarte-toi un peu. Cette épée est magique, elle est magique, tu sais? À ma connaissance, c'est bien le vrai sabre de Napoléon, non? Regarde, Marina a parfaitement coupé ici. Aucun risque avec le verre. Pour ça, Marina, il y a une formation, il faut de la pratique, donc si tu n'as pas l'habitude, ne le fais pas. Rodrigo, viens, approche-toi. Tu vois la jonction du verre? On doit l'identifier, fais attention ici en haut, ça peut blesser. Mais cette jonction du verre, c'est la partie la plus fragile du verre. Et moi, en sachant où elle se trouve, c'est exactement à cet endroit que mon sabre doit frapper. C'est ça le secret. Je le dis à tout le monde. Parfait, d'accord. Et la bouteille doit être bien froide. Si elle est chaude, il y a un risque de casser la bouteille, de se blesser. Et une chose que je dis à tout le monde de faire attention, c'est qu'il n'y a pas de risque que le verre tombe dedans. Mais une fois que j'ai ouvert ma bouteille, ceci devient une arme, d'accord? Donc ce verre ici, il coupe, alors il faut qu'une personne prenne en charge cette tâche. ne le fais jamais, jamais.
Il y a une mousse ici qui est très fine et c'est ça qui fait la beauté du profil aromatique, c'est le contact avec le verre. C'est très important ce qu'elle a dit, Rodrigo. Regarde, elle dit que la sensation de l'effervescence est vraiment raffinée à l'extrême. Et ça, c'est un facteur lié à la qualité du champagne ici qu'on visite, de la maison de Durapié. Mais il y a un autre facteur aussi, Rodrigo. Tu sais, ces flûtes allongées auxquelles on est habitué, ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est ce verre-ci, regarde. Je voulais savoir pourquoi on boit le champagne dans un verre similaire à un verre à vin. C'est un verre à vin universel. C'est un champagne tellement magnifique, très aromatique, de grande qualité. On a besoin que l'arôme soit oxygéné. J'ai besoin de cet oxygène qui entre ici pour que je puisse y prendre plaisir. Et pourquoi tout le monde pense que le champagne se boit dans l'autre verre? Bonne question. Pendant longtemps, on buvait le champagne dans la coupe. La légende veut que la coupe ait été moulée sur la poitrine de Marie-Antoinette. Ça, c'est l'histoire. C'est pour ça que pendant des siècles, on a bu. Mais il y a eu pendant très longtemps la coupe qui s'est transformée en flûte, qui avait un côté festif, la forme est différente. Et on pense que c'est mieux pour le champagne. Mais non. Et donc maintenant, depuis plusieurs années, on sait qu'il vaut mieux boire dans des verres à vin. Je pense que les gens ont reçu de mauvaises informations à un moment donné. Ici, on parle de prison, d'abbaye. Et ils voulaient emprisonner l'hypervigilance pour éviter que cela ne s'échappe. Mais ça ne sert à rien d'emprisonner l'hypervigilance parce qu'on a besoin d'oxygène pour révéler les arômes. Et c'est pour ça que ce verre-ci est idéal. C'est une étiquette que j'ai dessinée et je me suis un peu inspirée de la Bible de Saint Bernard. Je l'ai créée, c'est dans l'enluminure. Saint Bernard était quelqu'un qui aimait énormément la nature, surtout la forêt. C'est quelqu'un qui s'est inspiré mais qui n'a pas inspiré. Et il ne voulait pas représenter les animaux ou le règne humain. Il voulait que Dieu s'incarne uniquement dans la nature. Et surtout, c'est une philosophie qui convient bien à Draper. C'est pour cela que j'ai retenu cette... Et la question des règles ici, tu étais en train de raconter ça tout à l'heure dans la voiture. Il y a beaucoup de règles pour les producteurs ici. Rodrigo? De nombreuses règles existent, car chaque région viticole en a. Ici, en Champagne, c'est le CIVC, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne. C'est lui qui va déterminer le premier jour officiel des vendanges. Donc, même si tu veux être prêt avec ton équipe de producteurs pour commencer la récolte, tu ne peux pas. C'est déterminé par un laboratoire qui va analyser le raisin, le fructose et tout ça pour qu'on puisse boire un bon champagne. Et la quantité de raisin par pied de vigne? La quantité aussi. Chaque pied de vigne, là, tu vois, on est au printemps, il va avoir un bourgeon qu'on appelle bourgeon. Ce petit bourgeon va devenir une grappe de raisin. Et il ne faut pas laisser trop de grappes. Parce que sinon, les nutriments se diluent et la qualité du raisin n'est pas bonne et le vin devient dilué. Tu faisais une comparaison, tu as eu des jumeaux? Oui. J'ai des jumeaux. Alors, je dis que dans mon corps, avec des jumeaux, les bébés faisaient 2 kilos chacun, mais il y en avait 2, n'est-ce pas? Donc ça faisait 4? Oui, rien qu'en enfant, ça faisait 4 kilos, sans compter le placenta et le liquide. Et un jour, même une médecin m'a dit, « Eh bien, toi, un enfant de 2 kilos, qu'est-ce qui s'est passé? À 9 mois? » Alors j'ai dit, « Non, attends, c'était des jumeaux. » Et là, elle a dit, « D'accord. » Et la vigne, c'est ça, elle ressemble beaucoup à nous, aux êtres humains, parce que s'il y a trop de grappes, il n'y aura pas assez de nutriments pour chaque grappe. Alors l'homme qui va travailler en collaboration avec la nature, le vin que nous buvons, c'est cet ensemble. C'est Dieu, l'homme et la terre. Et c'est ça la beauté et toute la magie du vin. Tu vois, Dieu est ici, dans ce climat, qui va déterminer le soleil, la pluie. L'homme va travailler avec ça et la force de la nature.